Et pour en parler, on est ravis de retrouver deux habitués. Bonjour Arnaud Benedetti, Bonjour, merci d'être là, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et Benjamin Morel est également avec nous. Bonjour Benjamin, vous allez bien? Ça va bien. Et vous? Mais ça va très bien. On va revenir sur cette journée de mobilisation. D'abord, on a vu les chiffres. 500 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur, 1 million selon la CGT. Est-ce qu'on peut qualifier de cette journée de réussie? Est-ce que le pari des syndicats, il est réussi, Arnaud? C'est une mobilisation soutenue. En tout cas, bon, après, vous savez, c'est toujours l'éternel débat sur les chiffres, entre les chiffres du ministère de l'Intérieur et ceux des syndicats. 500 000, c'est un peu moins que ce qu'avait annoncé d'ailleurs dans ses prévisions le ministère de l'Intérieur, mais on peut se poser la question de savoir si le ministère de l'Intérieur n'a pas fait exprès un peu de monter la jauge pour, d'une certaine manière, qu'il y ait un effet un peu déceptif qui soit suscité par des chiffres un peu plus bas que prévu. Enfin, c'est une hypothèse parmi d'autres. Après, ça reste quand même une manifestation, enfin une mobilisation assez soutenue. La vraie question est de savoir comment, notamment, les forces politiques de gauche vont capitaliser sur cette mobilisation dans un moment parlementaire qui est un moment parlementaire que l'on connaît, qui est particulièrement complexe pour le nouveau Premier ministre. La réalité, c'est qu'il y a de toute façon, clairement, et toutes les études d'opinion le démontrent maintenant depuis de nombreux mois, mais encore plus ces derniers temps, une vraie défiance sociale qui s'est installée dans le pays. Mais moi, ce qui me frappe toujours depuis quelque temps, quand même, dans ces grandes mobilisations, y compris durant les mobilisations des retraites, c'est que les objectifs d'arrêt du pays, de blocage du pays, ne sont plus atteints par les forces syndicales. J'ai connu par le passé, moi, si vous voulez, des mouvements sociaux où le pays était véritablement bloqué. En 1995, clairement, la réforme des régimes spéciaux des cheminots, entre autres, sous Alain Juppé, avait véritablement bloqué l'Île-de-France. On ne circulait plus. Aujourd'hui, on voit que, quand même, c'est plus tout à fait le cas. Comment vous l'expliquez? D'abord, je pense que sur les transports, il y a eu quand même une réforme qui donne, je veux dire, la possibilité d'un service minimal qui, quand même, malgré tout, je veux dire, fait que, je veux dire, c'est plus bloqué. Et puis peut-être que les syndicats n'ont plus la capacité qu'ils avaient par le passé à véritablement, à un moment donné, bloquer le pays. Benjamin, est-ce que du coup, avec ce qui s'est passé hier, Bruno Retailleau le disait, la France n'a pas été bloquée, mais il y avait quand même entre 500 000 et 1 million de personnes dans la rue. Est-ce qu'on peut dire que Sébastien Lecornu est sous pression de la rue? Alors, il est sous pression de la rue, mais en fait, beaucoup plus que de la rue, il reste sous la pression du Parlement. Et la rue rebondit sur le Parlement, d'une certaine façon. C'est-à-dire que si vous aviez eu personne hier, la légitimité du Parti socialiste de potentiellement avoir des demandes extrêmement importantes aurait été moindre. S'il y avait eu peu de monde dans la rue, les marges de manœuvre du Parti socialiste pour faire potentiellement un compromis auraient été également plus importantes. En d'autres termes, qu'est-ce qui s'est passé hier ? Il s'est passé que, entre une enquête qui avait été commandée par le Parti socialiste, un sondage, et une mobilisation qui est assez importante au vu d'un contexte où il n'y a pas de grand texte à combattre, typiquement une réforme des retraites, etc., vous avez une gauche qui apparaît comme étant ragaillardie, droite dans ses bottes. Et cette gauche, aujourd'hui, le problème fondamental pour Sébastien Lecornu, c'est qu'elle a les clés. C'est-à-dire que les gouvernements Barnier et Bayrou tenaient sur deux roues de secours. Une roue de secours RN, qui aujourd'hui veut la dissolution, et une roue de secours PS, qui aujourd'hui est sous la pression d'une base et sous la pression de ses autres partenaires de gauche pour potentiellement ne pas tendre la main et qui n'a plus aujourd'hui fondamentalement peur d'une dissolution. Quand vous prenez les dernières enquêtes d'opinion, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent que si demain vous avez une dissolution, ce que je vous aurais dit il y a un mois, c'est-à-dire le groupe PS en cas de division de la gauche disparaîtrait, aujourd'hui c'est plus vrai. Le groupe PS peut tenir, et il peut même avoir plus de troupes. Et ceux qui s'effondrent, ce sont les centristes. Et donc vous avez un Parti socialiste qui, demain, va négocier avec Sébastien Lecornu, enfin il dit qu'il ne négociera pas, mais admettons qu'il décide de le faire, se dit, en fait, j'ai plus vraiment peur d'une dissolution. Si jamais je tends la main, je vais contre ma base, je vais contre les syndicats, je vais contre les écolos qui vont basculer du côté de la France insoumise à l'avant-veille des municipales, et donc potentiellement, je me fais harakiri. Est-ce que le Parti socialiste a dès lors réellement intérêt à négocier? Pas tant que ça. Donc la réussite de la mobilisation d'hier, c'est un vrai problème stratégique pour Sébastien Lecornu, pas parce qu'il y avait des gens dans la rue et qu'ils y resteront, mais parce que derrière, ça fragilise la potentialité de construire un accord politique. Ça veut dire que les discussions, elles sont vouées à l'échec? Il ne trouvera pas d'accord de non-censure? Moi, je fais partie de ceux qui, et je crois que Benjamin partage la même opinion que moi, mais je pense que la situation est assez inextricable. Et je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, le Parti socialiste, et ça c'est nouveau
depuis quelques semaines, n'a plus vraiment peur de la dissolution, parce que tout simplement, quand on fait les projections en sondage, on voit que le Parti socialiste ne risque pas grand-chose aujourd'hui en termes de dissolution. Il a retrouvé un peu d'air, en l'occurrence, et il peut faire monter d'autant plus les enchères vis-à-vis de Sébastien Lecornu. Le problème de Sébastien Lecornu, c'est de savoir comment il peut lâcher à gauche sans perdre sur sa droite, et même, je dirais, sans perdre même, y compris dans le bloc macroniste. Parce qu'on parle toujours des LR, mais au sein même du bloc macroniste, je ne suis pas sûr, par exemple, que le groupe Horizon soit très favorable à une hausse de la fiscalité sur les très hauts patrimoines. Même à l'intérieur, si vous voulez, même du bloc de Renaissance, il y aura des questions qui se poseront. Donc c'est une situation qui est pour Sébastien Lecornu difficile. Et finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les oppositions réunies n'ont plus du tout peur de la dissolution, quelle qu'elle soit. Et bien sûr, du côté du Rassemblement national, qui hésitait à un moment donné, mais qui ne sont plus du tout hésités en la matière, malgré les problèmes judiciaires de Marine Le Pen. Et on voit que du côté du Parti socialiste aussi. Et il y a un dernier paramètre qu'il faut retenir, les élections municipales. Les élections municipales vont peser sur les calculs et les anticipations rationnelles des acteurs politiques, et notamment des socialistes. Les socialistes ont beaucoup à perdre des divisions à gauche. Ce qui est moins vrai d'ailleurs du côté de LR pour les municipales. Mais là, en la matière, ça peut, si vous voulez, les inciter à avoir une opposition encore plus ferme vis-à-vis de Sébastien Lecornu. Et Arnaud, vous parliez du bloc central et de la stratégie du bloc central. On va écouter l'une des députées de ce bloc central, Renaissance, c'est Maude Bréjon. Elle était l'invitée ce matin de TF1. Notre responsabilité, c'est de tout faire pour trouver un compromis. Mais un compromis, par essence, ça nécessite que chacun fasse un pas vers l'autre et qu'on ne s'envoie pas des tags Zuckman à la figure ou des menaces de censure en permanence. C'est pas comme ça qu'on fera avancer la culture du compromis en France. Oui, alors la culture du compromis, il faut arrêter avec cette essentialisation de la vie politique. En fait, la question, c'est quel est le coût du compromis et quels sont potentiellement ses apports. Si vous êtes le Parti socialiste aujourd'hui, et c'est ce qu'on évoquait, et que vous faites un pas vers le centre, vous gagnez quoi ? Vous gagnez rien. Vous allez être le vilain petit canard de l'ensemble du reste de la gauche. Vous allez en effet être fragilisé pour vos municipales et vous vous trouvez dans une situation qui est une situation où vous allez faire valoir quelques gains idéologiques au sein d'un budget que tout le reste de la gauche va vous reprocher d'avoir fait passer parce que ce sera un budget d'austérité. Si vous êtes les LR de l'autre côté, vous êtes également dans une situation compliquée parce que si vous tendez la main au programme du Parti socialiste, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui différencie aujourd'hui, aux yeux de leur électorat, LR du RN ? C'est plus tant les questions d'immigration et de sécurité, c'est les questions économiques et notamment de crédibilité économique. Si demain vous avez LR qui top pour une taxe Zuckman ou un équivalent, que va dire le RN ? Le RN va dire « nous on censure, on avait dit que s'il y avait la moindre hausse d'impôts, on censurait ». C'est un message à qui ? À l'électeur de centre droit. Si demain, tu ne veux pas qu'on augmente tes impôts, arrête de voter LR, va directement voter pour l'Assemblée nationale, puisque nous, on va jusqu'à la censure. Et donc, LR est également pris dans un piège stratégique en la matière. Ils ne peuvent pas céder, sinon eux aussi, ils meurent. Et donc, ce n'est pas une affaire de culture du compromis. Ce sont des acteurs relativement rationnels qui, tout bêtement, ne veulent pas mourir ou veulent augmenter leur gain politique à dessein demain de faire un truc qui est normal en politique, parce qu'on peut toujours les juger en disant « non, mais ils n'aiment pas l'intérêt général, etc. » Ils pensent qu'à leur nombril. Si vous êtes le Parti socialiste, c'est quoi votre vision de l'intérêt général ? C'est pas le budget de Sébastien Lecornu, c'est qu'un jour votre parti survive, arrive au pouvoir et applique son programme. Idem pour LR. Et donc dans ce cadre-là, le coût du compromis devient extrêmement élevé pour eux. Le coût de la dissension, là, est beaucoup plus important. Et dernier point, ce sont qui plus est des groupes divisés. Aujourd'hui, LR, qui tient le pouvoir ? Bruno Retailleau, au parti et au Sénat. Qui tient le pouvoir à l'Assemblée ? Laurent Wauquiez, qui n'aime guère Bruno Retailleau. Et donc, dans ce cadre-là, le groupe à l'Assemblée est en dissidence, ou en tout cas en fragilité par rapport au parti, et n'a pas forcément les mêmes intérêts. Du côté des socialistes, il suffit qu'il y en ait 25 qui décident demain de voter une motion de censure en disant la ligne majoritaire au sein du parti, moi, me fragilise ou ne correspond pas à la vision que j'ai du parti de la gauche, pour que le gouvernement tombe. Donc vous comprenez bien que ce sont deux piliers de flotteurs sur lesquels doit reposer Sébastien Lecornu, LR et le PS, qui sont des flotteurs qui n'ont pas intérêt à le faire flotter et qui sont des flotteurs qui plus est, sont assez divisés et fragiles. Donc il est dans une impasse ? Il est dans une impasse parce que, si vous voulez, on se retrouve dans une situation sous la Ve République qui est tout à fait inédite. C'est que c'est pour la première fois que vous avez une coalition gouvernementale qui est arithmétiquement minoritaire, et politiquement donc minoritaire.
C'est ça la réalité. Et on l'a vu lors du vote de confiance. Lors du vote de confiance, vous avez eu 364 députés, très exactement, sans compter ceux qui se sont abstenus, qui ont voté contre la confiance à François Bayrou. François Bayrou a eu 196 voix. Donc vous voyez bien que le rapport de force est quand même extrêmement disproportionné. Et les mêmes raisons qui ont fait chuter d'une certaine manière Michel Barnier et François Bayrou, Monsieur Lecornu y est confronté aussi. Alors il y a quelque chose qui a un peu changé. C'est peut-être la seule différence entre Sébastien Lecornu et ses deux prédécesseurs. C'est le moment que nous sommes en train de traverser. Si vous voulez, on a le sentiment que aujourd'hui, la technique qui a été adoptée par Lecornu et également par le président de la République, c'est un peu la technique de la 4e République. C'est-à-dire qu'on désigne un président du Conseil, c'est ce qu'on faisait sous la 4e République, qui avait charge de trouver un compromis politique avant de former un gouvernement. Moi, je note une chose, mais tous les observateurs l'auront remarqué, c'est que depuis la nomination de M. Lecornu, on ne parle pas du tout du futur casting gouvernemental. C'est complètement sous les radars. D'ailleurs, je note aussi que M. Lecornu est extrêmement discret. Il n'a pratiquement pas communiqué depuis sa nomination. Donc c'est cette stratégie qui a été adoptée, qui est une stratégie en l'occurrence très 4e République, sur le plan, j'allais dire, de la comparaison. Mais il y a une différence fondamentale. C'est que sous la 4e République, vous aviez des groupes centraux qui, les coalitions sous la 4e République se disloquaient. C'était les coalitions gouvernementales qui se disloquaient. Mais il y avait quand même, on pouvait s'adosser, malgré tout, à un moment donné, à la possibilité de reconstituer des majorités parlementaires. Ce qui n'est pas le cas, là, en l'occurrence. Le problème, c'est que, encore une fois, vous prenez ce Parlement par tous les bouts, cette Assemblée nationale, pardon, par tous les bouts, eh bien, vous avez une énorme difficulté à reconstituer arithmétiquement une majorité parlementaire pour une raison simple aussi, c'est que la polarisation idéologique est extrêmement forte. Donc vous croisez ces deux paramètres, eh bien, vous vous retrouvez dans une situation qui est structurellement extrêmement difficile pour M. Lecornu, comme tout autre Premier ministre qui serait confronté à la même tâche. Oui, non, je suis absolument d'accord. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie président du Conseil, en effet. Et c'est plutôt malin. C'est probablement ce qu'il faut faire. Mais c'est fait beaucoup trop tard. Si ça avait été fait par Michel Barnier, ça aurait sans doute beaucoup mieux fonctionné. Pas parce que Michel Barnier aurait été meilleur, mais parce que, il n'y a pas de risque de dissolution, et parce que, qui plus est, eh bien, il n'y avait pas eu, à ce moment-là, eh bien, les tensions qu'on a pu connaître au sein de cette Assemblée nationale. Donc, et les ruptures fondamentales. Donc, s'il n'était pas arrivé en numéro 3, Sébastien Lecornu, il aurait plus pu réussir que il aurait là fallu où faire ça il y a un an. Après, il a une autre voie de stratégie qui va vous plaire ici sur Public Sénat. Quand il parle de décentralisation, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, en fait, regardez, mesdames, messieurs les maires, qui sont les deux grands partis d'élus en France, le PR, le PS et LR. Et donc, dans ce cadre-là, il essaye de jouer la base des élus locaux contre la direction des partis, en disant aux maires, écoutez, est-ce que vraiment vous avez intérêt à une dissolution en pleine élection municipale? La réponse est non, parce que ça va être une nationalisation de l'élection, et pour parler à pas mal de maires, croyez-moi, ils en ont plutôt peur. De l'autre côté, si je reste au pouvoir, vous allez l'avoir, le statut de l'élu. Vous allez avoir éventuellement l'autonomie fiscale. Bref, vous allez avoir ce que les associations d'élus, notamment l'AMF, demandent depuis des années. Donc, allez appeler Olivier Faure pour, s'il vous plaît, que je ne sois pas censuré. Est-ce que ça peut fonctionner ? Peut-être, probablement pas, tout bêtement, parce qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez notamment du côté des socialistes un pouvoir qui est essentiellement détenu par le groupe politique à l'Assemblée, dont on a dit qu'il avait plutôt intérêt aujourd'hui à être sur une base plutôt radicale. Mais on voit que Sébastien Lecornu a quand même conscience des difficultés et innove dans la méthode par rapport à ses prédécesseurs. Jouer les élus locaux, jouer le président du Conseil de la 4e, c'est probablement la bonne stratégie. Vraiment pas sûr que ce soit suffisant. Oui. C'est peut-être une stratégie payante, ça, de jouer les élus locaux ? Est-ce que les municipales, finalement, c'est un atout ou un handicap pour Sébastien Lecornu ? Je comprends très bien la mécanique, je veux dire, en tout cas tactique, qui peut, je veux dire, présider à ce type de démarche. Mais la réalité, c'est qu'il y a un autre facteur qu'il faut prendre, un autre paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est l'opinion publique. Et aujourd'hui, là aussi, quand on regarde les études et les sondages, on voit clairement que l'opinion publique n'a plus du tout peur d'une dissolution, même majoritairement la demande, en l'occurrence. Donc ça aussi, si vous voulez, ça rentre dans le calcul, notamment des leaders des partis politiques et des responsables de groupes parlementaires. Donc, est-ce que finalement, ils vont plus écouter, dans l'hypothèse où ils seraient, je veux dire, ils se lanceraient dans une opération en anticipant une dissolution, est-ce qu'ils vont plus écouter les élus locaux, avec bien évidemment
tout ce que cela pose comme problème de nationalisation du scrutin municipal s'il y avait en effet une dissolution, ou est-ce qu'ils vont être plus sensibles finalement à l'état de l'opinion publique ? Il y a quand même un facteur qui est décisif aussi dans cette affaire, c'est que l'élection matricielle sous la Ve République, c'est l'élection présidentielle. Donc ce sont quand même peut-être plus des enjeux nationaux et des enjeux d'avenir national qui vont, en tout cas, quelque part, motiver leur comportement plutôt que celui des élus locaux. D'autant plus qu'on a aujourd'hui quand même deux scènes politiques, et ça c'est tout à fait nouveau, la scène nationale et la scène locale. Vous voyez bien que sur la scène nationale, les marques qui sont fortes en général sont des marques qui sont peu enracinées, en tout cas dans les municipalités, et que les marques qui sont fortes localement sont des marques qui sont en déclin sur le plan, en tout cas, national. On va écouter justement un autre député, c'est Alexis Corbière. Il était l'invité ce matin de Sud Radio. J'espère que le gouvernement ne se satisfait pas en disant que tout va bien parce que finalement hier ils étaient 1 million et blablabla. Non, le pays est au bord d'une quasi-rupture. Il y a une colère dans le pays, il y a un ras-le-bol. Les gens ils le disent avec des mots simples, on en a marre, ça suffit, ça ne peut pas continuer. On l'a vu hier d'ailleurs dans les slogans. Bon, alors, on est dans un état de rupture du pays, d'une quasi-rupture du pays. Alors, c'est toujours compliqué, très compliqué de dire cela parce qu'en fait, on n'avait pas forcément vu la crise des Gilets jaunes et donc on ne sait pas exactement comment ça peut exploser, quand ça peut exploser. Il est vrai que vous avez une situation de colère, de désespoir qui monte depuis des années et qui se cristallise. Est-ce que vraiment elle peut conduire à des mouvements sociaux extrêmement importants ? On a vu que le 10 n'a pas vraiment été le succès que certains pouvaient escompter. Est-ce que ça peut mener à des jacqueries ? C'est pas tout à fait évident pour une raison simple, c'est que malgré tout, aujourd'hui, il y a un débouché politique. C'est-à-dire que vous allez combattre quoi ? Un budget ? On n'en a même pas. Vous allez combattre quoi ? Un gouvernement ? Il est finalement très faible. Un président de la République, peut-être, mais on le renouvelle dans 1 an et demi. Et on est quasiment en pré-campagne présidentielle. Autrement dit, il y a des exutoires politiques, il y a des exutoires électoraux. Ça ne veut pas dire que derrière, il n'y aura pas un déchaînement dans les urnes, qu'il n'y aura pas potentiellement des options qui seront des options radicales qui seront choisies. Mais de là à penser que le pays va exploser parce que ce serait une cocotte minute qu'on mettrait sous pression, je crois qu'on est dans une situation très différente de l'époque des Gilets jaunes. À l'époque des Gilets jaunes, vous n'aviez pas de débouché politique. L'Assemblée nationale était tenue de manière absolument claire par les macronistes qui appliquaient un programme qui était un programme relativement récent après l'élection de 2017 et qu'ils arrivaient à décliner sans vrai contre-pouvoir, sans vraies oppositions. On n'en est plus du tout là aujourd'hui et donc il y a une attente, l'attente. Il y a potentiellement en effet des explosions électorales qui peuvent advenir, des explosions sociales à voir, mais je suis beaucoup moins sûr. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, c'est un peu ce qu'on entendait hier chez les manifestants, un sentiment d'injustice, un sentiment de ras-le-bol, le fait de se dire c'est toujours les mêmes qui payent, il y a quelque chose d'injuste ? Oui, non, mais le sentiment d'inégalité, il existe toujours en France, de toute façon, quoi qu'il arrive, quelles que soient les périodes. Il est peut-être plus fort aujourd'hui, en effet, et c'est vrai que la crise des Gilets jaunes, quelque part, on avait illustré l'expression. Après, ce qui est sûr, c'est que, si vous voulez, la défiance dans les institutions, et surtout dans ceux qui sont chargés de les diriger, elle est très forte. Mais c'est un mouvement que l'on voit poindre et croître depuis pratiquement plusieurs décennies. C'est-à-dire que ce n'est pas nouveau. Là où on a véritablement, si vous voulez, une perception qui est à mon avis nouvelle, c'est qu'on a peut-être pour la première fois le sentiment qu'on arrive au bout d'un système, j'aime pas trop l'expression, qui, je veux dire, semble en effet totalement essoufflé et qui n'est plus en capacité de répondre. Et d'ailleurs, quelque part, finalement, l'émiettement ou la balkanisation du champ politique à laquelle nous assistons et qui a un impact évident sur les rapports de force à l'Assemblée, en est le résultat, en est le produit. La vraie question est de savoir si aujourd'hui, ce qu'on a appelé les forces de gouvernement, parce que globalement, qu'est-ce qui se passe ? Dans la perception de l'opinion publique, il y a eu des grandes forces de gouvernement qui ont gouverné depuis des décennies et des décennies. Ces forces de gouvernement, c'est le Parti socialiste, c'est les LR et c'est, qu'on le veuille ou non, aussi ce que l'on appelle le macronisme, qui est quand même, je veux dire, un composé de ces forces de gouvernement de centre-gauche et de centre-droit. Et que là, on voit bien que, si vous voulez, ces forces de gouvernement n'arrivent plus à avoir l'adhésion majoritaire des Français.
Donc c'est ça le vrai sujet. Et in fine, ce qu'on a vécu en 2024 avec la possibilité pour le Rassemblement national, qui est véritablement le parti qui incarne aujourd'hui de manière historique, si vous voulez, la contestation de ce système, le fait que le Rassemblement national finalement rate d'assez peu, d'une certaine manière, l'élection législative de 2024 montre que quand même il y a aujourd'hui véritablement un point de rupture sur le plan politique qui est important. Et c'est ce qui d'ailleurs, à mon sens, peut, et là je rejoins ce que dit Benjamin, faire qu'il n'y ait pas d'explosion sociale. Parce qu'il y a un débouché, il y a quand même des débouchés politiques, autant à gauche d'ailleurs qu'au Rassemblement national, qui existent et qui peuvent retenir, si vous voulez, d'une certaine façon, une explosion sociale. Après, les explosions sociales, l'histoire nous apprend qu'elles arrivent là où on les attend le moins, très souvent. Rappelez-vous, en 2018, personne n'attendait les Gilets jaunes, et les Gilets jaunes sont arrivés. En 68, personne n'attendait, après les élections de 67, 68, et 68 est arrivé. Donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent. Ça fait des années et des années qu'on nous promet une rentrée sociale qui va être explosive. On n'a pas de rentrée sociale explosive. On a des rentrées sociales difficiles, mais jamais explosives sur le plan politique. Après, nul ne peut savoir ce qui va se passer. Parce qu'il reste encore ce débouché. Emmanuel Macron, en 2017, il s'était fait élire, il avait promis en tout cas de réduire les fractures. Est-ce qu'aujourd'hui, ces fractures, elles sont plus grandes que jamais, Benjamin ? Ah oui, très clairement. Alors, on a une fracture. Un sondage que je cite souvent et que j'ai déjà cité, je crois, sur votre plateau, une enquête Odoxa qui était parue avant les dernières législatives, montrait qu'il y a 47% des Français qui voulaient voter contre la gauche à l'époque, 44% contre Emmanuel Macron, 41% contre le RN. On a 3 France qui se regardent en chien de faïence. Et d'ailleurs, quand on dit les hommes politiques ne sont vraiment pas des gens responsables, ils veulent le compromis, ils ne veulent pas le compromis alors que les Français le veulent. Les Français veulent le compromis, sauf avec les gens qui ne sont pas de leur bord. C'est-à-dire qu'au fond, les partis politiques suivent leur électorat. Les partis centristes, ils veulent bien le compromis, mais quand même pas avec le RN, il ne faut pas exagérer, puis encore moins avec les insoumis. La gauche veut bien le compromis, mais quand même pas avec les macronistes. Ou alors, vraiment, il faut qu'ils votent pas les motions de censure et qu'ils acceptent la taxe Zuckman. Et puis pas avec le RN, parce que quand même, il faut faire barrage. Quant au RN, le compromis, oui, mais pas avec la gauche, non. Et puis les macronistes, vous n'y pensez pas. Donc vous avez ces 3 France. Et ces 3 France, aujourd'hui, évoluent dans des blocs très étanches. Il y a très peu de porosité entre ces blocs électoralement. Et ça, évidemment, ça rend le pays ingouvernable. Donc ça veut dire, pardon Benjamin, que s'il y a une dissolution, la tripartition, elle restera. La dissolution ne sera pas une solution. En cas de dissolution, il y a 2 scénarios. Soit le RN, qui a une bonne géographie électorale et qui pourrait compter sur un affaiblissement très fort du Front républicain, a une majorité absolue. C'est le seul groupe politique qui aujourd'hui peut espérer avoir une majorité avec le soutien des ciotistes, etc. Soit vous avez un hémicycle encore plus ingouvernable. Parce que vous aurez plus de RN, les circos, l'AFI sont des fiefs, et donc il n'y aura pas beaucoup moins de l'AFI, et donc ça rend une ingouvernabilité encore plus grande. Pour terminer sur la partition, ce qui peut-être doit nous désespérer ou nous rassurer, c'est qu'elle n'est pas franco-française. Regardez en Allemagne. En Allemagne, l'AfD, le parti d'extrême droite, est en train de dépasser la CDU-CSU. Le total Die Linke, Wagenknecht, les 2 partis d'extrême gauche, entre guillemets, l'équivalent de l'AFI, eh bien, sont en train de doubler le SPD. Même en Grande-Bretagne, quand on fait des cours de droit constitutionnel, on aime dire la Grande-Bretagne, c'est le pays de la bipolarisation, puis un scrutin majoritaire à un tour, ça crée de la bipolarisation, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Regardez le Canada. Aujourd'hui, vous avez 3 forces en Grande-Bretagne, qui sont à peu près équivalentes. Et donc, cette tripartition des opinions, tripolarisation, elle est un phénomène occidental qui crée de l'instabilité en Allemagne comme en France comme en Grande-Bretagne. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va résoudre du jour au lendemain à travers que ce soit une réforme institutionnelle ou une nouvelle élection. Merci pour votre analyse. Arnaud, on va dire un mot évidemment de Boualem Sansal. Vous présidez son comité de soutien. Comment il va aujourd'hui, Boualem Sansal ? Vous savez, on a très peu d'informations, in fine. Elles nous remontent de manière très sporadique et il faut les prendre avec les plus extrêmes précautions parce que les informations qui peuvent remonter sont celles quand même d'un régime qui est un régime policier. Donc la liberté d'expression, y compris de ses proches, qui peuvent éventuellement le voir et de manière très épisodique, est extrêmement contrainte et extrêmement limitée. On est aujourd'hui dans une impasse. On est dans une impasse parce que le fil entre Paris et Alger est extrêmement, ténu, si tant est que, il existe encore. La réalité, c'est qu'il faut que la mobilisation se poursuive, évidemment. Il faut continuer à en parler. Et surtout, il faut essayer peut-être d'explorer des voies qui soient, nous on l'a déjà dit plusieurs reprises, des voies externes, des voies extérieures à la France, qui ont des relations avec l'Algérie qui sont certainement beaucoup moins compliquées que les nôtres, pour essayer de trouver une solution à brève échéance. Je rappelle, il est âgé, Boualem Sansal, donc toute journée supplémentaire en prison est un risque pour sa santé.
Merci Arnaud pour ces nouvelles et on continuera évidemment à en parler. Avant de se quitter, on termine comme chaque jour désormais par l'histoire du jour. Benjamin, on va attendre un peu pour les marchés de Noël. Oh mais aujourd'hui, on va aller en Seine-Maritime, à Neufchâtel-en-Bray. C'est près de Dieppe et en ce week-end de journée du patrimoine, on va parler d'une histoire de patrimoine, mais c'est aussi une histoire humaine. La commune qui va fêter ce week-end les 10 ans de la rénovation de sa chapelle Sainte-Radegonde. Et si cette chapelle est debout, eh bien, elle le doit à des bénévoles qui ont décidé de s'unir, d'unir leur temps, d'unir leurs compétences pour la remettre debout pendant 5 ans. Il y a notamment beaucoup de retraités qui ont travaillé d'arrache-pied. Ils étaient sur le terrain 8 heures par jour. Et pour marquer le coup, eh bien, il y aura une stèle ce week-end qui sera inaugurée en hommage aux œuvriers. Elle sera scellée sur le site. Une exposition également d'artistes locaux aura lieu. Ça fait une autre idée de sortie du patrimoine. Et comme le temps ne s'annonce pas très très beau, ça fait aussi une alternative aux plages normandes si vous êtes dans le coin. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis cette semaine. Je vous retrouve lundi avec très grand plaisir. Très bon week-end.